L'ouverture d'esprit indispensable au voyage en parentalité nous oblige, vous oblige, à prendre tout à la fois la mesure des singularités culturelles et des invariants qu'on peut peut-être, dans certains cas, appeler anthropologiques. Ramené au contexte européen, ce voyage nous amène à découvrir cette diversité qui apparaît d'autant plus flagrante que la focale est tantôt mise sur l'individu, la famille, la société ou le pouvoir politique. C'est à ce voyage en Europe, l'Europe de la parentalité, que nous convie Nathalie Chapon. Nathalie Chapon est sociologue, chercheuse et enseignante à l'Université de Franche-Comté, où elle est professeure, et elle nous propose donc une intervention sur le thème « Europarentalité, croisement des politiques et des pratiques ». Merci. Merci. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir convié aujourd'hui sur la question de la parentalité d'accueil et la protection de l'enfance. Et donc, je me fais une joie d'intervenir à partir de l'ensemble des travaux de recherche que j'ai pu mener jusqu'à présent sur cette question. Voilà. Alors, la parentalité d'accueil, un regard sur l'enfant confié en Europe. Alors, je ne vais pas traiter toute l'Europe, bien évidemment. Certains pays, et notamment les pays avec lesquels je suis le plus en contact, notamment au niveau de la recherche et des professionnels. Chaque pays donc s'inscrit dans un système familial qui est donc rattaché. Alors, attendez, je vais voir si ça marche au niveau du PowerPoint. Non. On m'a dit que ça servait à rien de faire ça. Alors, bon, donc moi, j'essaie d'appuyer sur le bouton, mais visiblement, ça ne marche pas. Peut-être que là-haut, ça marchera mieux. Alors, voilà, ça y est, super. Vous voyez, en haut, ça marche. Voilà. Donc, oui, je vous disais, donc en fait, on va traiter plutôt de la France, de l'Italie, de l'Espagne, la Belgique et la Suisse. Si j'ai le temps, hein, parce que voilà. Donc chaque pays en fait s'inscrit dans un système de normes, de valeurs et de cultures qui lui sont propres et qui donc vont développer une politique familiale et une prise en charge des familles de façon spécifique. Donc on verra qu'il y a des différences majeures entre les pays, mais il y a également des similitudes qui sont observables au niveau des dispositifs de protection de l'enfance. Donc, je vous propose en fait d'apporter un éclairage sur la question de la protection de l'enfance, donc au niveau européen, mais également français, hein, à partir de certains dispositifs que je vais vous présenter. Je ne vais pas vous présenter non plus tous les dispositifs. Donc, tout d'abord, j'aborderai les premiers travaux en France qui ont traité de la question de la parentalité, notamment également de la parenté sociale. Je vais aller très vite hein, sur ces éléments-là, qui mériterait quand même plus de temps, mais voilà, on a un temps qui est réduit. Je vous parlerai également de ce qu'on appelle, ce que l'on nomme la parentalité d'accueil, le concept de parentalité d'accueil. Et puis ensuite, je vais questionner des cadres législatifs et les pratiques en protection de l'enfance dans différents pays, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et la Suisse. Voilà. Donc mon propos, c'est pas du tout de vous présenter l'ensemble des pays dans un dispositif historique des politiques familiales, hein, c'est pas ça. C'est pas non plus d'opposer les dispositifs, hein, c'est plutôt de vous présenter en fait des points saillants dans certains pays pour que vous puissiez faire le comparatif avec la France et voir quels sont les axes d'évolution sur lesquels on pourrait avancer. Voilà. Alors, la démarche... Alors, pourquoi ça est dans l'autre sens? Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Parfait. La démarche internationale de comparaison, elle est nécessaire pour pouvoir avoir du recul sur nos propres pratiques de professionnels, mais elle est très complexe. Elle est très complexe, cette comparaison, parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a de fortes diversité, de disparité entre les pays, du fait de l'histoire du placement dans chaque pays qui est différente, les pratiques également de prise en charge, les textes de loi qui viennent légiférer les procédures d'accueil et d'adoption, le statut des familles d'accueil, certains sont professionnels, d'autres bénévoles, et puis l'organisation de l'accueil, tout simplement. Donc,
c'est une démarche de comparaison européenne qui est complexe et qui est aussi complexe dans le cadre des travaux de recherche qui sont menés. Alors pourquoi? C'est d'abord des questions de méthodologie qui doivent être identiques quand on fait des comparaisons internationales ou européennes, des choix et aussi d'échantillonnage. Voilà, et donc ce qui fait que les comparaisons sont pas de véritables comparaisons. On prend les systèmes et on prend les points les plus saillants. Alors, sur quelles données on peut aujourd'hui se baser pour pouvoir réfléchir sur les différents dispositifs? Alors, les premiers travaux en France, c'est en 2009, c'est l'ONPE qui a réalisé une première étude comparative sur le délaissement parental dans 4 pays occidentaux. 2009. 2011, on a les premiers travaux qui tentent en fait une comparaison au niveau européen sur la question de l'accueil familial qui a été portée par Vincent Ramon, notamment par l'ANPF, l'Association nationale des placements familiaux, et qui, en 2011, a mis en place, comme vous aujourd'hui, un congrès international européen sur l'accueil familial. À partir de ce congrès, Vincent Ramon s'est dit que ce serait intéressant de poursuivre en fait la démarche de réflexion au niveau européen en associant à la fois des chercheurs et des praticiens. Les chercheurs souvent travaillent ensemble et les praticiens sont sur le terrain, ce sont des experts. Et ce qui est important, c'est qu'on travaille ensemble. Donc, il a créé l'association APFEL au niveau européen qui regroupe des chercheurs et qui regroupe des praticiens de l'accueil familial et de différents dispositifs. Alors, à partir de cette mise en place de cette association APFEL, il y a différents congrès qui ont été réalisés, et notamment un congrès en 2018 et un ouvrage sur la parentalité d'accueil en Europe que j'ai dirigé, voilà, qui est un des premiers ouvrages qui tente de faire un point au niveau européen à partir d'une collaboration chercheurs-praticiens. Alors cette démarche aujourd'hui de réflexion au niveau européen, elle se poursuit, de nouveau, parce qu'il y a eu quand même la phase Covid qui a quand même mis un arrêt à plein de choses. Donc on reprend progressivement nos travaux. En 2024, il y a eu un congrès à Belfort, à l'Université de Franche-Comté, sur la question de l'accueil familial. Et puis, il y a d'autres congrès et d'autres réseaux qui se mettent en place. Je vous en cite quelques-uns ici. Le réseau GIREF, qui est un groupe international de recherche sur l'enfance et les familles vulnérables, dont la démarche ici, c'est vraiment la collaboration des familles. C'est essentiellement, par contre, là, le GIREF, un réseau de chercheurs. Ce qui est important, pour moi en tout cas, qui suis une chercheuse engagée et du terrain, c'est de travailler toujours avec les praticiens et d'élaborer ensemble des protocoles de recherche. Je trouve que c'est le plus intéressant. Et puis il y a des réseaux, un réseau anglophone également, bien évidemment, qui sont des réseaux de chercheurs. Voilà, c'est aussi pour que vous ayez un panorama de ce qui peut être fait au niveau international. Alors, voilà. Alors, le constat, en fait, quel est-il? C'est un constat d'une inflexion internationale qui va vers la parenté d'origine. Dans de nombreux pays, en présence de crises familiales, de dysfonctionnements importants, de souffrances, les services de protection se tournent vers l'entourage élargi, la famille élargie, pour répondre aux difficultés familiales avant d'envisager un placement en institution ou en famille d'accueil ou en établissement. Donc on sollicite les proches de l'enfant qui vont assurer donc un rôle spécifique auprès de l'enfant qui leur est confié. Ils vont l'avoir en charge, ils vont développer un ensemble de fonctions parentales, on va en reparler, pour lui assurer une protection et un bien-être. Voilà. Donc en France, la loi de 2016 que vous connaissez, celle de 2002, a marqué en fait un changement et une réelle avancée dans ce sens. Elle l'encourage à d'abord envisager une solution intrafamiliale, voire chercher dans l'entourage de l'enfant, amis, voisins, une solution d'accueil et de protection possible avant d'envisager un dispositif de placement. Voilà. Donc l'idée, c'est de permettre à l'enfant de rester dans son milieu, dans un environnement qui est connu, de ne pas être coupé de ses repères, de son école, de ses amis. Voilà. Donc en France, on a développé l'accueil par un tiers, dans l'intérêt de l'enfant. Alors, dans cette situation particulière, de confier un enfant donc, à un proche, on parle en France de tiers digne de confiance, pour désigner donc ces personnes. Il y a quelques travaux qui ont été réalisés, très peu encore, sur cette question. Ce qu'il faut que vous reteniez comme chiffre, parce que vous allez voir après, on va faire un comparatif, on a en France, dans les derniers chiffres là, de l'ONPE de 2023, là, qui viennent de paraître, on a 7,9%.
d'enfants qui sont donc confiés à un tiers digne de confiance, 7,9%. Tout en sachant qu'il y a 10 ans, on avait 8,3%. Donc on a chuté. On en a moins. Je vous fais ce point-là parce que vous allez voir ensuite en comparant avec les autres pays européens. Donc la littérature anglaise et américaine, y compris les Australiens, en fait, ils utilisent une autre expression, c'est kinship foster care. C'est désigne en fait un accueil qui est singulier. En fait, il s'agit d'une famille d'accueil. C'est une famille d'accueil que l'on qualifie de famille d'accueil de proximité ou apparentée. Donc vous allez voir dans mon propos, je vais parler de famille d'accueil apparentée, que l'on oppose aux familles d'accueil étrangères. Voilà. Alors on verra qu'en fonction des pays, les nominations changent en fait, mais par contre les fonctions sont exactement les mêmes. Voilà. Alors, on va évoquer ensemble ces éléments-là dans différents pays que je vous ai nommés tout à l'heure. Alors, en France, on va démarrer par la France. En France, on constate qu'il y a une lente reconnaissance de la parentalité d'accueil en France. Alors, pourquoi? Tout d'abord, on a un placement qui est l'héritage des nourrices, et c'est un placement, l'histoire du placement est rattachée en fait à la famille, à la politique familiale. Donc une longue histoire de prise en charge des enfants abandonnés, où l'enfant était placé au sein de familles nourricières sans relation parentale. Donc pendant des siècles, le placement de l'enfant, il a été confondu avec l'abandon. Si bien qu'en fait, nombre d'enfants ont resté toute leur enfance en nourrice sans aucun contact. On ne pouvait pas penser le placement, on ne pouvait penser le placement que dans une seule logique, c'était une logique de substitution. On remplace une famille par une autre. Donc pendant des siècles, on a considéré que la famille de l'enfant était nocive. Par contre, on arrive à un basculement, et c'est ça qui est intéressant, un basculement idéologique face à ça dans les années 70, en accordant dans les discours et les pratiques une nouvelle légitimité aux parents. Progressivement, on laisse apparaître la notion de maintien des liens. Le législateur donc favorise le maintien des liens, notamment avec la loi de 1970 sur l'autorité parentale, qui modifie les conditions de mise en place de l'assistance éducative et celle de la déchéance de l'autorité parentale. Puis, dans les années 80, on a le rapport Bianco-Lamy qui dénonce les abus et le manque de considération parentale. Et ensuite, on a une série de mesures législatives qui permet à la famille d'origine de reprendre progressivement ses droits. Donc on assiste ici, alors je le fais très rapidement, mais c'est important que vous l'ayez en tête, on assiste en France progressivement à un basculement idéologique d'une famille qui est identifiée au départ comme nocive à une famille qui est progressivement réhabilitée dans ses fonctions, tout d'abord par le maintien des liens aux enfants, mais ensuite par ses rapports avec l'ASE, avec une reconnaissance de sa place dans les mesures mises en œuvre. Bon, ça, on pourra en discuter aussi. Donc, la représentation même de la mesure, elle change là. Et celle-ci est placée sous l'exigence d'une séparation parentale qui est identifiée comme douloureuse mais nécessaire et elle devient non permanente. Donc, cette mesure, elle s'inscrit dans une double contrainte, celle de maintenir le lien avec les parents et celui du retour de l'enfant dans sa famille. Alors, les actions de prévention et de soutien à parentalité, elles se multiplient. À l'aune de cette représentation, donc l'objectif, c'est d'éviter le placement de l'enfant, qui est considéré en fait comme l'épuisement de l'ensemble des dispositifs de soutien à la parentalité. Dès lors qu'en fait on arrive à un placement, parce qu'il y a eu un épuisement des ressources, le placement est alors considéré comme un échec et non comme une solution favorable pour l'enfant. Et là, je pense aux travaux notamment de Catherine Selné, de Daniel Koum, etc. sur cette question. Donc, on arrive à un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, comment est-il mis en œuvre dans les travaux de recherche et sur quoi il se base? Donc, qu'en disent les travaux de recherche? Les travaux de recherche en France, et notamment c'est les travaux d'abord de Paul Durning, de Catherine Selné, de Yeh, de Néran, de Koum, et puis les travaux que j'ai réalisés en France, mais également ceux à l'étranger de Karl Lacharité, de Ouellette, ils montrent en fait qu'accueillir un enfant dans un cadre familial ne peut plus être associé à un dispositif de substitution. Donc, nous nous plaçons par contre dans un dispositif de suppléance familiale et pas parentale, comme parfois je peux l'entendre dans des réunions. C'est un dispositif de suppléance familiale, pas uniquement parentale. Voilà. On n'est plus dans un dispositif de substitution. Donc, on se trouve dans une combinaison de figures parentales qui gravitent autour de l'enfant,
des parents d'origine qui font sens, bien évidemment, mais également de la famille d'accueil, mais pas que la famille d'accueil, des éducateurs, et qui font figure parentale possible autour de cet enfant. Donc, on reconnaît l'importance de l'implication des parents dans le dispositif de placement, mais on reconnaît, et on doit reconnaître aussi, toute l'importance des autres figures parentales significatives autour et pour l'enfant. Donc la cohérence des liens affectifs est importante et la reconnaissance de ces figures l'est tout autant. Et dans ce sens, on parle de parentalité d'accueil. Voilà. C'est tisser des liens au-delà de la structure familiale d'origine. Reconnaître la structure familiale d'origine, mais reconnaître aussi ces liens qui se tissent ailleurs et qui construisent l'enfant. Donc là, on va visionner une petite vidéo qui est utilisée par les collègues espagnols, qui vous montre justement cette parentalité à partir d'une petite pelote de laine. Merci. On a une jolie illustration de la parentalité d'accueil, du maintien des liens avec la famille d'origine, mais également de ce qui se joue dans la famille d'accueil ou dans un dispositif de placement quel qu'il soit. Ça peut être également un établissement. Des liens qui sont là et qui font sens pour l'enfant. Donc l'important ici, c'est de bien comprendre la distinction. Donc là, vous avez des références d'ouvrages qui traitent de ces questions, la parentalité d'accueil. Et donc ce qui est important, c'est vraiment de bien comprendre en fait la distinction entre la parenté et la parentalité. Je pense que vous l'avez vu au cours de ce congrès pendant ces 3 jours, mais j'aimerais juste faire un tout petit point sur cet élément-là, qui est extrêmement important. La notion de parenté, elle renvoie à un système de parenté. C'est une structure qui est définie, avec des statuts très précis de père et de mère, qui ont des rôles à jouer, avec une place spécifique dans la famille, avec des fonctions parentales qui sont partagées entre le père et la mère. Donc, pour permettre en fait une reconnaissance des liens affectifs, on parle dans ce cadre-là des liens d'affiliation qui sont présents dans un dispositif d'accueil. On ne parle pas de liens de filiation. D'accord ? Les liens de filiation, c'est la famille d'origine. On ne parle pas de liens d'alliance, il n'y a pas d'alliance ici spécifique. Par contre, il y a des liens d'affiliation, ce sont des liens du cœur. C'est ce qui se joue dans le quotidien, ici et maintenant, de ce que vit l'enfant. Donc, on propose, pour éclairer ces dispositifs, le concept de parentalité d'accueil, et le concept de parenté est beaucoup plus large et permet d'autres perspectives. Voilà. Donc, la parentalité d'accueil, elle souligne le fait qu'il ne suffit pas d'être le géniteur, ni d'être considéré comme le parent de l'enfant. C'est un processus qui mène à un état de parent, d'accord, de devenir, entre guillemets, parent, avec un ensemble de façons de se vivre parent et d'exercer des fonctions parentales. Et donc, on a dans la famille d'accueil et dans les établissements différentes figures parentales et différentes fonctions parentales qui sont partagées. J'ai juste repris la citation de Maurice Godelet.
qui montre justement toute cette ouverture de la notion de parentalité, qui désigne un ensemble d'obligations et d'interdits, mais également des attitudes, des sentiments, des émotions, des actes de solidarité et des fonctions partagées. Alors, la parentalité d'accueil, je vous la définis pour que ce soit très clair pour vous. En fait, c'est assumer des fonctions d'éducation, des fonctions parentales qui sont habituellement effectuées par les parents et qui sont partagées avec les parents. Et le rôle ici, c'est de favoriser un équilibre pour l'enfant en lui offrant un contexte affectif, éducatif et matériel stable et le partager avec les parents. Voilà. Donc ça revêt vraiment une notion très particulière où les figures parentales se partagent et se multiplient autour de l'enfant. Donc il y a plusieurs travaux de recherche qui traitent aujourd'hui de la question de la parentalité d'accueil. Je vous les ai cités en France et également à l'étranger. Donc l'analyse, en fait, elle s'appuie, comme je vous le disais au départ, sur la notion, sur les travaux de Paul Durning de suppléance familiale, qui précise que la famille d'accueil, le dispositif de placement, l'établissement vient suppléer la famille d'origine, les parents, à un moment donné, et elle ne le remplace pas, elle vient uniquement en supplément. Voilà. La famille d'origine est fragilisée dans son parcours parental, comme le montre la vidéo, et à un moment, on vient dans ce parcours parental et familial. Donc, elle est la parentalité d'accueil, pour bien la comprendre, eh bien, la mesurer dans les différentes situations familiales que vous pouvez rencontrer dans votre pratique. Il y a différents facteurs qui viennent expliciter ce concept, et notamment l'âge de l'enfant à son arrivée dans la famille d'accueil ou dans un dispositif d'accueil, quel qu'il soit, la durée du placement, l'âge de l'enfant au moment de l'étude, la perception de la durée effective de ce placement, la présence ou l'absence des parents en visite, l'implication ou non des parents, est-ce que c'est plutôt des parents qui délèguent ou est-ce que c'est plutôt des parents qui vont collaborer, à quel moment ils vont collaborer, et puis est-ce que c'est des premières expériences de placement, quelle est l'histoire de la famille d'accueil, et puis quelles sont les expériences vécues. Donc l'ensemble de ces facteurs sont déterminants pour pouvoir comprendre en fait dans quelle dynamique le dispositif se met en place. Donc, dans l'ensemble de mes travaux, les premiers travaux, et ce sont ceux sur lesquels je me base là dans cette conférence, parce que vous présenter la suite de ces travaux, c'est trop long. Donc, en fait, on a déterminé ce qu'on appelle des modes de suppléance. 4 modes de suppléance, c'est-à-dire 4 dynamiques de placement possibles. Et vous allez, dans vos pratiques, sans doute les repérer à partir de différentes situations familiales que vous pouvez suivre. La suppléance substitutive, ici, on se situe en fait dans le cas de la substitution parce que ça existe malgré tout, où on a des placements ici de longue durée, des enfants qui sont confiés vraiment en bas âge, avec un délitement des liens d'origine, des liens et des contacts avec les parents qui se fait progressivement, et ensuite un délitement de ces liens pour arriver ensuite à une mesure de délaissement et puis avec tout le processus après qui mène à la question de l'adoption. La suppléance partagée qui est en fait une double affiliation, qui reflète en fait ce qu'on appelle une parentalité partagée, c'est-à-dire je tiens compte de ce qui se joue dans la famille d'origine, on vit avec la famille d'origine, l'enfant a des contacts avec ses parents, il va en visite médiatisée, les parents sont présents, ils peuvent collaborer ou ne pas collaborer, mais en tout cas ils sont présents. Et puis donc on tient compte de cette histoire familiale, mais on tient compte aussi de ce qui se joue ici et maintenant dans le dispositif d'accueil. Et donc là, cette suppléance partagée, elle peut prendre différentes colorations, je l'indique dans différents ouvrages. La suppléance soutenante, ici, on est vraiment sur la mission même de la protection de l'enfance, en fait. C'est un soutien à la parentalité partagée avec une intervention qui se veut vraiment ponctuelle, avec des placements qui sont plutôt de courte durée, et une famille d'accueil ou un dispositif de placement qui vient juste à un moment donné dans un parcours parental qui est fragilisé. Et puis la suppléance incertaine, où là on a des situations extrêmement complexes pour l'enfant et puis pour également les professionnels, parce qu'on a des situations de placement qui sont en attente. Enfin, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport aux jeunes. Très souvent, ce sont des adolescents, on ne sait pas trop les placer, comment se positionner. Il y a eu plusieurs ruptures de placement. Voilà. Et donc, ils sont confiés dans un dispositif, mais c'est très incertain tout ça, y compris du côté parental, où il y a une très grande délégation. Voilà.
Certains dispositifs parlent d'incasables, notamment de ces jeunes on ne sait pas trop comment faire avec eux. Voilà. Alors, je vais juste vous illustrer 2 suppléances. Ces modes de suppléance, ces dynamiques ont été mises en pratique dans un dispositif de placement. Et donc, on a des témoignages filmés. Je trouvais intéressant de les reprendre pour vous illustrer 2 suppléances, notamment la suppléance substitutive et la suppléance soutenante. Donc, est-ce qu'on peut visionner maintenant Stéphanie, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Lozès. Je suis assistante familiale au SAV de Sens depuis 10 ans. Je suis mariée, j'ai 2 garçons, 21 et 15 ans, et une fille de 9 ans que nous avons adoptée à l'issue d'un placement de 7 ans. Donc, cette petite fille est arrivée à l'âge de 9 mois de pouponnière. C'est une situation de maman, de mère biologique en grande précarité et toxicomane. C'était une petite fille vive et méfiante à la fois, au regard noir. Elle était en demande de maternage sécure et le lien s'est fait très rapidement avec elle ensemble, elle et moi et avec ma famille. Par contre, avec sa mère biologique, qui était très inconstante, la situation était compliquée. La petite se protégeait beaucoup et les rencontres étaient très chaotiques, ce qui faisait que la petite ressortait vraiment en grande souffrance de ces rencontres. Donc elle a grandi et peu à peu on a pu installer une relation avec cette mère. Malgré tout, elle était très absente. Et ce qui suscitait pour la petite beaucoup de questionnements. Donc on a vraiment ensemble pu établir un lien comme ça où on discutait beaucoup, où on avait une situation de confiance. Elle savait que je lui disais voilà, tout ce que je pouvais savoir sur cette mère absente et en précarité, quoi. Donc voilà, elle a pu verbaliser beaucoup ses pensées, ce qui a permis d'atténuer un petit peu ses perturbations. Petit à petit, donc en voyant cette situation se déliter, avec mon mari, on a compris qu'il y aurait probablement une adoption qui allait se profiler. Donc on en a parlé avec nos enfants, avec nos 2 garçons, et pour eux, de toute façon, cette petite, elle faisait partie de la maison, elle avait sa place. Donc voilà, on est parti très naturellement sur une adoption. Donc moi, par contre, professionnellement, c'est vrai que j'ai élevé cette petite pendant presque 7 ans en étant son assistante familiale. Et du coup, j'ai perçu ce projet d'adoption comme quelque chose de plus, de plus dans la protection, en fait, de la mettre plus en sécurité et de savoir qu'elle ne partirait pas de la maison et que je pourrais continuer mon travail avec elle pour l'emmener dans sa vie future. Et on avait eu tout ce moment comme ça de maternage où on a eu ces bons moments de contact physique et maternel. Et ce qui a permis aussi de concrétiser l'adoption. Donc voilà, au début de cette procédure, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, si j'allais, tout le monde me disait, que les différents professionnels me disaient ça va changer, voilà. Et moi en fait, je me demandais comment j'allais pouvoir aimer cette petite différemment, l'aimer plus. Et vraiment, je me posais la question de me dire, mais comment je vais faire pour que ce soit différent? Et en fait, avec le recul et avec toute l'histoire, on a été aidé par le bureau des adoptions à Paris, on a fait on a été directement, c'est très symbolique, mais on a été directement au bureau des adoptions pour se positionner avec mon mari. Et en ressortant, on a vraiment compris que voilà, là, on y arrivait, donc il y a eu plusieurs étapes qui ont fait qu'on a mûri
notre parentalité et que c'est pas une question d'amour, c'est vraiment une question de... Enfin voilà, c'est un petit quelque chose que enfin, vous vous sentez parent parce qu'il y a tout ce qui fait le quotidien, parce qu'il y a les prises de décision, parce qu'il y a de l'amour, parce que vous avez élevé cet enfant et qu'au final, ben, c'est la vôtre et voilà. Et puis on a beaucoup parlé avec notre fille de la situation, du fait qu'on fasse une adoption plénière, qu'elle porte notre nom et qu'au final, ben voilà, on met dans un petit coin son histoire d'avant. Et en fait, en discutant, elle a tout compris. Et du coup, elle sait que c'est pénible. C'est normal. Elle sait que c'est un acte d'amour. Elle sait que c'est un acte d'amour de son père et de moi, et également de ses frères. Et en fait, cette petite, elle réussit à ne pas être en colère après cette mère, à ne pas être triste. Et elle nous dit aujourd'hui qu'elle est contente de nous avoir comme parents. Alors, bon, il y a bientôt Noël, hein, donc... mais voilà, elle est contente de nous avoir comme parents. Elle a des difficultés, mais voilà, aujourd'hui, elle est contente de ce qu'elle vit. Et puis, elle nous dit que c'est notre histoire. Et elle sait que... si un jour elle a besoin d'aller voilà, voir son dossier à l'ASE, je serai présente et voilà. Bien, merci. Donc là, vous avez en fait un témoignage d'une dynamique de placement, d'une suppléance qui a glissé, qui devient en fait une suppléance substitutive, et où il y a un glissement qui se fait entre des liens du cœur, des liens d'affiliation, mais qui glissent vers des liens de filiation, avec une adoption ici plénière. Voilà. Donc c'est un témoignage qui est toujours très touchant, avec beaucoup d'émotions, mais je trouve que c'est un témoignage qui reflète bien ce qui se joue dans cette dynamique au départ de placement, qui devient ensuite une dynamique adoptive. Alors on va voir maintenant un autre témoignage d'une famille d'accueil, d'une assistante familiale, qui est complètement différent, vous allez voir. Et ce qui est intéressant avec ces dynamiques de placement et cette analyse, c'est qu'en fait, dans une même famille d'accueil, peuvent coexister différentes suppléances, différents modes de suppléance. Et c'est ça qui est très intéressant. Pourquoi et comment on le voit à travers les différents facteurs que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, on va maintenant regarder le témoignage, écouter le témoignage de Laurence, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis assistante familiale depuis 2016, j'ai 4 enfants. Mon premier accueil était en février 2017, une petite Apolline, âgée de 4 mois, et qui est restée à la maison pendant 18 mois. Donc son papa avait un droit de visite d'1 heure par semaine. À la première visite, il a souhaité qu'on reste avec lui, avec mon mari, pour faire notre connaissance. Je pense que ça l'a rassuré et nous, ça nous a fait du bien aussi, et à Apolline aussi. Ensuite, on se voyait donc toutes les semaines, nous avions de très bons échanges. Il nous demandait beaucoup de nouvelles d'Apolline, savoir ce qu'elle faisait. Il aimait beaucoup qu'on lui raconte plein d'anecdotes. Au bout de 4 mois, il a eu un droit de visite de chaque week-end. Donc on le voyait chaque week-end en gare, donc le samedi matin et le dimanche soir. On s'organisait ensemble pour les arrivées de train. On a toujours eu de très bonnes relations. Il a toujours accepté que Pauline parte en vacances avec nous. Il avait une énorme confiance en nous. Et les liens qu'on a créés au fil de ces 18 mois, c'était quelque chose d'intense et c'était super pour Apolline parce que du coup elle partait et revenait toujours sereine, elle était toujours contente de voir son père et toujours contente de revenir à la maison. Apolline est partie donc en septembre 2018, il y a 1 an. Et depuis, on a des nouvelles. Chaque mois, il nous envoie des photos, il nous envoie des messages.
Nous, de notre côté, on lui envoie aussi des photos parce qu'elle était très attachée à notre famille et à nos enfants. Et voilà, de temps en temps, on monte sur Paris ou eux viennent sur Sens, on passe des moments ensemble. Et c'est vraiment une expérience magique, enrichissante, qui nous donne vraiment envie de continuer le métier qu'on fait parce que c'était vraiment quelque chose d'unique. Wow. Donc ici, on a un véritable soutien à la parentalité, à la parenté d'origine, à la parentalité d'origine, avec une assistante familiale qui continue en fait à poursuivre des relations avec les parents de cet enfant au-delà de cette mesure qui vient de se finir. Voilà. Donc on a des liens qui se tissent aussi et qui sont des liens d'attachement, bien évidemment, avec l'enfant confié. Alors on va passer maintenant à un autre pays, on va quitter la France et on va partir en Espagne. On va aller voir un peu ce qui se passe en Espagne et par rapport à la question des institutions et de l'accueil. Alors, l'accueil en Espagne, l'accueil familial, il s'est développé en 1987. Il y a une loi sur le placement familial et l'adoption. Et cette loi, en 1987, elle représente un véritable changement majeur dans la protection de l'enfance en Espagne depuis la guerre civile. Puisqu'auparavant, en fait, il y avait un seul modèle de base, c'était l'institutionnalisation, les placements en institution. Voilà. Donc, 87, première loi sur l'accueil familial. 96, une seconde loi constitutionnelle sur la protection de l'enfance, qui devient donc un cadre légal de référence et qui souligne l'importance de la famille et du placement familial comme premier choix pour les enfants. Voilà. Donc le choix politique consiste ici à donner la priorité aux solutions familiales et à dépasser donc le modèle de l'institution qui était prôné pendant la dictature. En 2006, le cadre législatif évolue encore avec comme principe d'impliquer les parents et les enfants dans le processus de prise en charge, avec une recommandation qui est celle de soutenir le rôle parental de façon constructive. Donc le texte recommande, et vous avez la citation, de construire un projet commun dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en lien avec les parents et les professionnels, et d'apprendre aux familles à mieux identifier leur projet familial. Donc il y a 4 objectifs, vous les avez notés, éviter la séparation, soutenir la famille d'origine, réduire le temps de séparation et aider au retour de l'enfant. En 2015... Voilà. En 2015, on a une nouvelle loi qui priorise le placement, cette fois-ci, en famille d'accueil apparentée. D'accord ? Et si ce n'est pas possible, ce sera en famille d'accueil non apparentée, c'est-à-dire étrangère. Voilà. Donc, en 30 ans, la prise en charge des enfants a considérablement changé en Espagne. L'accueil familial est devenu un véritable complément du placement en institution avec une reconnaissance du placement en famille d'accueil apparentée. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Voilà. Alors, c'est toujours difficile au niveau des chiffres parce que on n'a pas forcément les mêmes éléments de comparaison, etc. Donc là, les chiffres de 2003, c'est 56,4% des jeunes sont confiés en établissement et 42,8% en famille d'accueil. Et donc, la spécificité ici d'Espagne, ça demeure le recours au placement des enfants dans la famille élargie. Regardez, on a 74% des enfants qui sont confiés en famille élargie et 26% dans une famille d'accueil étrangère, non apparentée. Donc on constate qu'il y a une augmentation en fait du nombre de familles d'accueil, des enfants qui sont pris en charge en famille d'accueil, non pas du nombre par contre, non ça c'est un problème, on en reparlera après, mais du nombre d'enfants confiés en famille d'accueil, notamment en famille d'accueil apparentée. Alors qui sont ces familles ? Qui sont ces familles d'accueil apparentées en Espagne ? Eh bien en fait, comme dans les autres pays, vous allez le voir, ce sont essentiellement les grands-parents. Voilà. Accueillir les petits-enfants, ça correspond en fait à une tradition culturelle. Et il y a une solidarité familiale. Et en fait, on a un glissement qui se fait. L'enfant passe du domicile parental au domicile grand-parental. Voilà. Et en fait, dans la majorité des cas, en Espagne, mais également en Italie, ce sont les grands-parents maternels qui prennent en charge les enfants. Alors, les études montrent que nous sommes face à une continuité et à un maintien des liens. Je vais voir poser ma petite... Non, alors, tac et tac. Voilà.
continuité et un maintien des liens. En fait, on est face à une continuité et un maintien des liens dans la famille. Et les enfants qui sont dans ces familles, qui restent dans leur famille, dans un accueil intrafamilial, en fait, les travaux montrent qu'ils ont un sentiment d'abandon qui est moins important que lorsqu'ils sont confiés dans une famille d'accueil étrangère et qu'ils connaissent moins de ruptures dans l'accueil. Voilà. Par contre, les difficultés, notamment par rapport aux travaux qui ont été réalisés par Nuria Fuentes, elles montrent qu'en fait, c'est la confusion des rôles qui est possible entre le grand-parent et le parent. Voilà, il y a des confusions de rôles. Et puis, des difficultés également avec beaucoup plus de stress à l'égard de son propre enfant. Voilà. Alors, un autre élément est important aussi, pour que vous compreniez, c'est qu'il y a un système d'accueil familial qui s'est un peu professionnalisé, et notamment en Catalogne, depuis 2010, avec la Croix-Rouge en Catalogne, qui a mis en place un accueil familial plus professionnalisé avec un ensemble de modules de formation qui vient en appui aux familles. Voilà. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les familles d'accueil, elles sont bénévoles, elles ne sont pas rémunérées, elles reçoivent un soutien financier qui dépend en fait de la nature de la famille, si c'est une famille d'accueil apparentée ou si c'est semi-professionnel, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de professionnalisation. Et le soutien financier varie entre 300 et 500 euros par mois, et il varie aussi selon les régions. Voilà, voilà, ça c'est un premier point sur l'Espagne. On va continuer avec l'Italie. Alors, vous allez voir les similitudes avec l'Espagne. Donc, l'Italie, comme l'Espagne, elle a priorisé pendant des décennies le placement en institution. Et donc, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, les politiques de protection de l'enfance favorisent le cadre familial de référence, là aussi, en considérant que la famille de l'enfant reste la priorité et que chaque enfant qui est confié doit avoir une famille et en priorité la sienne de famille. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on a la loi 2001 qui pose les choses sur une famille qui est d'abord celle de l'enfant et puis celle de 2015 qui est appelée aussi la loi de la continuité affective qui reconnaît à l'enfant le droit aussi de maintenir des relations avec les autres figures significatives pour lui pendant son placement. Et donc cette loi apporte deux éléments importants, l'adoption qui est facilitée pour la famille d'accueil et puis une poursuite des relations avec la famille d'accueil s'il y a un changement éventuel de mesure. Voilà. Alors, les chiffres. Alors, je vais vous parler d'un processus de désinstitutionnalisation qui s'est largement développé. Oui, parce que le placement familial, aujourd'hui, est la première mesure de placement en Italie, avec 50,4%, avec 49,6% en établissement. Alors, on verra les chiffres pour la France, ils ont changé. Là, les éléments que j'ai notés, ce ne sont pas les derniers, je vous les donnerai à la fin. Alors, le modèle dominant, c'est le placement donc, en famille d'accueil. Et là, en famille d'accueil, eh bien, on a 26% en famille élargie, donc famille apparentée, et puis les familles étrangères, 74%. Là aussi, ça change en fonction des provinces, notamment la province de Milan, où les chiffres sont beaucoup plus importants au niveau de la famille élargie, parce que les 2/3 sont famille élargie. Alors, les auteurs, les chercheurs italiens, quelles sont leurs positions et qu'est-ce qu'ils défendent? En fait, pour de nombreux auteurs, que ce soit Premoli, Silvio Premoli ou Melani, Paola, il est important d'envisager une approche de la protection des enfants quand la famille est abîmée, quand la famille est cassée. Et donc, ils partent en fait du principe que les familles doivent être au centre du dispositif parce qu'en fait, ce sont les experts, les meilleurs experts de leur vie. Et dans ce cadre, il apparaît important de les mettre en capacité d'être de bonnes familles, de leur permettre de développer de nouvelles compétences parentales par rapport à leur propre vie. Là, je cite Premoli. La démarche est donc de leur redonner des clés pour être sujet dans le cadre de l'intervention. Donc, apprendre de nouveau à développer leurs compétences parentales et à y croire. Voilà. Donc, on responsabilise le parent et on développe avec lui de nouvelles compétences pour favoriser le retour ou maintenir le retour de l'enfant au domicile parental. Alors, ces parents restent ses parents et dans ce sens-là, on va tout développer pour pouvoir permettre à cet enfant d'y retourner. Alors, Premoli et Paola Melani encouragent les travailleurs sociaux à tout mettre en œuvre dans ce sens-là. Donc la pensée dominante, c'est bien celle-ci, qu'on retrouve également donc, en Espagne, mais vous allez voir, on retrouve aussi en Belgique. Alors, en 2011, le ministère des Politiques sociales
C'est associé avec l'Université de Padoue, là où travaille Paola Milani. Et ils ont mis en place un programme qui s'appelle PIPI. Peut-être que vous en avez entendu parler. En fait, c'est un programme qui a différents objectifs, mais notamment de réduire le placement des enfants en dehors de la famille d'origine par un travail de requalification des compétences parentales et de retissage des liens entre la famille et l'enfant. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est favoriser le soutien à la parentalité par la mise en place d'un accompagnement de la famille entière et de son entourage. Donc, on accompagne les parents. Alors, à ce jour, on a 500 familles qui suivent ce programme dans 50 villes en Italie. Et puis, on a un autre programme qui est développé par une fondation, cette fois-ci la fondation Padeia, qui est similaire, mais avec une autre idée. Ici, c'est una famiglia per una famiglia. C'est-à-dire que c'est une famille qui va accompagner une autre famille et qui va la soutenir dans ses compétences. Donc, on vient de voir là le modèle de protection de l'enfance en Italie, avec une préservation donc, des liens parents-enfants, un accompagnement des parents dans leurs compétences parentales. Voilà. On voit qu'il est assez similaire à celui de l'Espagne. Hein. Et l'idée ici, c'est d'aider les parents à être plus compétents. Et ça s'inscrit en fait, je ne sais pas si vous... Enfin, au tout début de mon intervention, je vous ai parlé du GIREF, d'un regroupement de chercheurs internationaux. Et ça s'inscrit vraiment dans une pensée qui est développée par des chercheurs, notamment québécois, par rapport aux travaux de Karl Lacharité, avec un modèle de référence, de collaboration avec les familles, de travailler avec les familles, parce que les familles sont experts de leur vie. Et donc, elles ont des savoirs expérientiels. La Belgique. La Belgique, on est aussi dans un soutien à la parentalité et parenté d'origine. Donc, juste une petite explication. La Belgique comprend 3 régions, hein, Bruxelles-Wallonie et la Flandre, avec donc 2 groupes linguistiques, hein, les Wallons et les Flamands. Et donc, on a un gouvernement régional et des dispositifs qui sont différents hein, dans la région néerlandophone et dans la région francophone. Je vais vous présenter les deux et vous allez voir, il y a des petites différences. Je suis désolé, on me demande... que tu aies fini dans les 10 minutes. Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui. Eh bien, c'est pas. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, on pourrait le croire comme ça. Mais... Oui, c'est vrai. La question du choix, n'est-ce pas? Eh bien, je ne parlerai pas de la Suisse. Hein. Bon, les Suisses, ils sont neutres, donc on n'en parlera pas. Les pauvres. Bon, donc la Belgique. Donc, la Belgique, donc en Wallonie. Donc... La solidarité familiale et les systèmes d'entraide sont très présents et s'inscrivent donc dans un dispositif juridique où, lorsque les parents sont soulagés de la prise en charge de leur enfant, on met tout en place pour maintenir le lien avec l'enfant et maintenir donc des liens extrêmement forts avec l'enfant pour qu'il retourne très rapidement dans sa famille d'origine. Parce qu'en fait, les parents sont au centre, du dispositif de protection de l'enfance, comme en Italie et comme en Espagne. Donc la loi de 91, elle est citée ici, vous le voyez, le maintien du jeune dans son milieu de vie est la règle, et l'éloignement de ce milieu est toujours l'exception. Le placement familial est provisoire, même s'il peut durer des années. Le placement familial n'implique en aucune façon une substitution parentale. Donc la position elle est très claire. Le placement de l'enfant s'inscrit dans une suppléance momentanée des parents, et donc le premier relais ici, lorsqu'il y a placement, c'est la famille élargie. Donc le cadre familial d'origine est favorisé. D'accord ? Ça, c'est un premier point extrêmement important. Alors, les chiffres. Donc, et un autre élément, du coup, ça m'a un peu perturbé tout ça. Alors, oui, un autre élément important, on vous dit, il est naturel qu'au moment où l'hébergement de l'enfant hors de chez ses parents est nécessaire, ce soit d'abord les grands-parents, les oncles et les tantes, la grande sœur qui proposent leurs services ou qui sont sollicités pour prendre en charge l'enfant. Donc, on est bien ici aussi dans un dispositif où c'est d'abord la famille d'accueil apparentée et essentiellement les grands-parents qui vont s'occuper de l'enfant. Voilà. Donc, voilà. Alors, voilà les chiffres. Donc, en fait... En communauté française, 42% en fait, des enfants sont confiés en institution et 58% en famille d'accueil. Et dans ces 58% en famille d'accueil, 70% sont confiés en famille d'accueil apparentée. 70% en famille d'accueil apparentée.
et 30% en famille d'accueil étrangère. C'est extrêmement important. Et on voit ici toute la politique mise en œuvre pour favoriser et maintenir les liens dans la famille d'origine. Voilà, alors je vais très vite. Bon, ça c'est différents types d'accueil. Bon, on sait que c'est les mêmes types d'accueil et les mêmes types de familles apparentées. Famille d'accueil apparentée, famille d'accueil professionnelle, enfin dites professionnelles qui sont étrangères. Juste un élément important, ce sont des familles qui sont bénévoles, qui ont une indemnité, voilà, ça c'est extrêmement important, une rémunération en fait, une petite allocation mensuelle, comme on peut le retrouver dans les autres pays, en Italie, en Espagne, également en Suisse. Voilà. À titre indicatif, c'est à peu près entre 400 € et 500 € par enfant. Voilà. Voilà. Alors, oui, il y a une recherche intéressante parce qu'elle vient un peu à contre-courant des travaux internationaux. Ici, c'est pour ça que je l'avais noté. Elle mesure en fait l'impact du placement intrafamilial sur l'état psychologique des enfants. Et en fait, c'est une recherche qui a été réalisée en 2022, donc elle est très récente par Chartier, et qui a interrogé 572 enfants, et elle a questionné donc les intervenants sociaux et au sein des services de placement. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle montre en fait que les enfants d'échantillon placés dans des familles sélectionnées, par rapport à ceux qui sont placés dans des familles d'accueil intrafamiliales, eh bien, elle a comparé les deux types de placements et elle montre que 42% des placements intrafamiliaux font l'objet de peu de suivi. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les enfants sont confiés dans les familles d'origine, mais en fait, il y a peu de suivi, peu d'encadrement et aucune formation. Alors que les travaux montrent qu'il est extrêmement important, notamment par rapport à la question de la confusion des rôles, le stress qui est généré, d'avoir une formation de ces familles d'accueil apparentées. Voilà. Alors en Flandre, bon, je vais être très rapide. En Flandre, on a, je vais juste passer, on a la loi 2012 qui pose le cadre donc sur la question de l'intervention provisoire et de la réunification de l'enfant. Ça, c'est un premier point. Et les chiffres, les voilà. Je vais vous montrer les chiffres comme ça. Donc, on a, vous le voyez, 61% des jeunes de 0 à 18 ans qui sont confiés en institution et 39% en famille d'accueil. Et donc, la plupart des enfants sont placés en famille d'accueil apparentée aussi, 65%, et seulement 35% dans des familles d'accueil non apparentées. Voilà. On a donc une prédominance ici du placement en institution, ce qui n'est pas le cas en région francophone. Mais par contre, on a également 75% des enfants qui sont placés en famille élargie, donc une prédominance également. Bon, la Suisse, je vais être très rapide. En fait, on n'a pas de statistiques en Suisse, c'est incroyable, mais c'est comme ça, pas de statistiques fiables. Très peu. Et en fait, la seule recherche qu'on a actuellement, c'est celle qui a été réalisée par une association PAC en 2017, voilà, avec certains chiffres. Parce que ça marche par canton, donc c'est extrêmement compliqué. Et chaque canton est autonome et donc il décide. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un placement où les familles d'accueil ne sont pas rémunérées, elles sont bénévoles, elles ont également une indemnité. Il n'y a pas forcément de formation non plus. Et encore moins lorsque c'est des familles d'accueil apparentées. Voilà. Alors, que nous disent les chiffres là aussi? En fait, on peut estimer que 33% des jeunes sont confiés en famille d'accueil et 67% d'institutions. Donc là, c'est l'institution qui prédomine. Voilà. Il est prioritaire. Et lorsque les enfants sont confiés en famille d'accueil, on voit ici que 68% des placements sont en famille apparentée et 32% en famille non apparentée. Voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ça. Alors juste quand même un point sur la Suisse, juste avant de finir sur la Suisse, un tout petit point.
Il y a un éparpillement des mesures d'accueil, ça c'est clair. Il y a une volonté dans certains cantons de développer la formation pour les assistants familiaux. Vous voyez là, la proposition qui a été faite par certains professionnels, c'est d'avoir 40 heures de formation. 40 heures, hein, je vous rappelle qu'on est sur 300 heures pour la France, pour accompagner en fait ces familles dans les dispositifs qu'elles rencontrent, les difficultés qu'elles rencontrent. Voilà. Alors, je conclus. Désolée, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette intervention? Plusieurs choses. On est face à un positionnement international en faveur de l'accueil familial apparenté. Et en fait, vous l'avez vu, ça s'est développé depuis plus de 20 ans dans l'ensemble des pays que je vous ai présentés, voilà, étudiés. Mais on retrouve le même mouvement aux États-Unis, avec plus de 35% des enfants qui sont confiés dans des familles d'accueil apparenté. On retrouve également le même mouvement en Australie, avec 47% des enfants qui sont confiés en famille d'accueil apparenté. Donc on retrouve ce mouvement en Europe, mais également dans d'autres pays. Alors, quel bilan on peut faire par rapport aux pays que j'ai présentés? Quel est le pays le plus engagé dans ce soutien à la parentalité et à l'accueil en famille apparentée? Donc quel est ce pays? Et qui sont les familles d'accueil apparentées? Qui sont-elles? Alors, je vais commencer d'abord par les familles d'accueil apparentées, le qui, et ensuite on verra les pays. Donc, dans la plupart des pays, les familles apparentées, vous l'avez bien compris, ce sont les grands-parents. Les grands-parents, essentiellement les grands-parents maternels. Ce sont eux qui sont le plus souvent sollicités lors du retrait de leurs petits-enfants. Et très souvent, ils prennent même avant la mesure, en charge leurs petits-enfants. Voilà. Les travaux montrent les grandes difficultés auxquelles ils sont confrontés, la relation à leur propre enfant, au père et mère de l'enfant, qui va générer chez eux beaucoup de stress et de difficultés. Il y a un autre point important qui est le manque de ressources. Les indemnités proposées ne sont pas suffisantes dans l'ensemble des pays. Et il y a une distinction entre les familles d'accueil apparenté et celles qui sont étrangères, qui ne reçoivent pas la même indemnité. Et puis, il y a un problème de formation. Elles ne sont pas formées. Et il y a un problème de suivi. Elles ne sont pas forcément suivies. Elles sont suivies uniquement dès lors qu'il y a un souci, dès lors qu'il y a une difficulté. Donc, vous voyez les éléments qui posent question quand même, hein, et dans le même temps, les travaux qui sont faits à partir des parents, les parents, eux, par contre, estiment que c'est plus facile pour eux de voir leur enfant, d'avoir des nouvelles, de rester en contact avec leur enfant quand ils sont dans leur famille. Voilà. Et pour l'enfant confié, eh bien, les recherches reconnaissent qu'en fait, l'environnement connu est favorable, familier, est favorable à une stabilité du placement. Voilà. Et donc, on a une plus grande stabilité chez l'enfant. Alors, des hypothèses qui peuvent être explicatives, en tout cas, ce sont des hypothèses. Hein, donc, voilà. D'une part, il y a deux constats qui sont importants dans l'ensemble des pays. Dans l'ensemble des pays, on traverse tous la même crise. 1, on a une augmentation du nombre d'enfants confiés. 2, on a un manque crucial de familles d'accueil dans l'ensemble des pays, y compris les pays qui ont un système qui ont favorisé le placement des enfants en famille apparentée. Voilà. Donc, forcément, les pays qui ont développé, je pense à l'Italie et à l'Espagne, qui ont développé un placement plutôt dans famille d'accueil apparentée, ils vont se tourner, et quand on réfléchit ensemble, ils me disent, mais nous, vous avez en France un système de famille d'accueil professionnel, ce n'est pas le cas chez nous. Peut-être que si on développe un service avec un accueil familial professionnel, eh bien, on va pouvoir recruter davantage parce qu'il y aura un salaire, parce qu'il y aura une profession, etc. Et nous, on est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va développer, et vous allez le voir, les tiers dignes de confiance, notamment, favorables à un développement des relations avec les parents et la famille élargie et les amis. Alors, à la deuxième question, quel est le pays le plus engagé aujourd'hui dans ce que je vous ai présenté sur l'accueil familial apparenté? Vous avez vu, hein, tous les pays, en fait, sont engagés, tous. Hein. La France, un peu moins quand même, hein, nettement moins. Et donc, le pays qui semblerait le plus engagé, c'est l'Espagne, avec 74% des familles d'accueil apparenté, de placement en famille d'accueil apparenté. Ensuite, la Belgique-Wallonie, 70%. La Flandre, 65%. La Suisse arrive après, 32%, et l'Italie, 26%. Et la France, eh bien, on peine avec nos 7,9% de tiers dignes de confiance. Donc, on a une grande marge de progression qui est vraiment intéressante pour nous. Voilà.
et qui pourrait peut-être venir aussi répondre, alors pas forcément complètement, mais en tout cas répondre aux problèmes de recrutement qu'on rencontre pour les familles d'accueil. C'est une question, enfin c'est une supposition. Voilà. Alors, un dernier point avant de vous libérer, extrêmement important. Un dernier point extrêmement important, notamment au niveau des données chiffrées. J'ai fait le focus sur la désinstitutionnalisation qui s'est engagée depuis plus de 20 ans dans de nombreux pays, vous l'avez vu, d'accord, avec des prises en charge qui se sont inversées. C'est notamment le cas pour l'Italie, c'est le cas pour la Belgique, et c'est en train de se mettre en place pour l'Espagne, d'accord, où on a le placement familial qui devient la première mesure de placement. C'était le cas en France, je dis c'était le cas en France. Le placement familial, vous l'avez compris, hein, depuis le début de mon intervention, c'était la première mesure de placement pour des questions d'histoire, rattachées au métier des nourrices, etc. Ça a toujours été la première mesure de placement en France. Eh bien là, les derniers chiffres de l'adresse, on vient de passer un cap, puisqu'on a 40,7% des enfants qui sont confiés en établissement et 37,8% en famille d'accueil. Donc on a perdu 10%, plus de 10%. On perd, si vous voulez, quand on regarde les chiffres, on perd tous les ans des familles d'accueil et aujourd'hui on est à 37,8%. Donc c'est urgent d'agir vraiment, de se mobiliser. Il y a des mobilisations actuelles qui en témoignent, notamment des travailleurs sociaux, avec des cris d'appel, d'alarme, donc les gens du terrain, des professionnels, les enfants confiés par la voix des anciens qui interpellent les pouvoirs publics, et puis aussi il y a des chercheurs engagés qui militent pour qu'on puisse avancer et se mobiliser pour que l'enfant puisse être confié dans de bonnes conditions et notamment dans un cadre familial équilibré pour lui, pour son bien-être. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, avant le retour de la compagnie des 3 casquettes, un dessin de Pavot, 2 peut-être? 3 même. Alors oui, j'ai 2 premiers dessins directement inspirés par votre intervention, Madame Chapon. Alors j'en ai fait un très rapidement là pour finir parce que vous nous parliez de la Suisse, du fait qu'on n'a pas les chiffres. C'est un principe. Hein. C'est voilà. Ils n'ont pas les chiffres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, alors c'est toujours intéressant de se comparer avec l'étranger, voir un petit peu où est-ce qu'on est à la traîne, où est-ce qu'on est en avance aussi, parce qu'on a aussi certains atouts. Voilà, allez, avant d'envoyer le dernier dessin un peu en forme de conclusion, je voudrais prendre 2 minutes pour remercier tout le monde. C'est toujours pénible. Quand moi je regarde par exemple les Césars à la télé, je trouve que les remerciements c'est pénible, mais quand on a le micro quand même on veut le faire. Donc ouais, je voudrais vraiment merci 1000 fois au CNAEMO pour leur invitation, les conditions super de travail. Merci à Céline Mons, merci à Corinne Clébarbier, merci à toute l'équipe, au Goa qui ont fait un boulot super comme d'habitude, aux techniciens de la salle qui, voilà, grâce à eux j'étais comme un coq en pâte, c'était vraiment super. Et puis à vous tous pour votre accueil. Voilà, merci 1000 fois, vraiment. Et puis voilà, pour finir, j'ai fait intervenir Matara et sa maman pour un petit mot de conclusion. Allez, merci, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Le retour de la compagnie des 3 casquettes.